Je vais commencer ce film en posant une question. Qui parmi vous, ouvrant un quelconque journal à la page de l'horoscope, n'a pas d'abord regardé ce qui était écrit sous son propre signe? Sans craindre de se tromper, je pense qu'on peut répondre « personne ». Du coup, comment être surpris que l'une des personnalités françaises les plus populaires de la seconde moitié du XXe siècle ait été une astrologue dont le patronyme semblait inventé de toutes pièces, alors même que c'était son véritable nom de famille. Mais ce que presque tout le monde ignore cependant, c'est que cette femme, dont tous ceux qui l'ont rencontrée ont décrit la rassurante bonhomie, a connu au final une vie aussi romanesque que bien des aventuriers. C'est le 21 janvier 1971, au Palais de l'Élysée, que Germaine Soleil est entrée définitivement dans la légende. Ce jour-là, le président de la République fut interrogé par un journaliste polonais sur la tenue d'une conférence dont il aurait fallu être devin pour connaître la date. Surprenant son auditoire, Georges Pompidou n'évoqua pas alors Nostradamus, mais une astrologue de 58 ans, encore inconnue du grand public quelques mois plus tôt. Monsieur, je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas vous donner une date. Il faut dire que depuis la rentrée de septembre, Madame Soleil avait fait sensation en répondant avec une assurance bluffante à toutes les questions que lui posaient les auditeurs d'Europe 1 sur leur avenir et celui de leurs proches. Il faut absolument électrifier votre cuir chevelu. Alors des massages, très légers, sur le crâne. Et la gymnastique qui consiste à faire bouger la peau du crâne. Alors oui, bonjour madame. C'est pour l'émission de Madame Soleil. L'émission de Madame Soleil. Une question pour Madame Soleil. Allô, oui. Pour l'émission de Madame Bon, Soleil. alors donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Ah oui, mais vous savez, madame, l'émission dure un an, les mêmes numéros de téléphone. Oui, mais écoutez madame, je sais que vous avez besoin d'être consolée, mais bon, je voudrais vous poser une L'émission a lieu autre le question. dimanche, hein. Allô, bonjour madame, c'est pas l'émission de Madame Soleil? Il y a eu des jours où il y en a eu 20 000 dans la journée. Ça commençait à 8h du matin, ça finissait à 1h du matin. Qu'est-ce que vous pensez de cette frénésie, vous? Bien madame, nous sommes désolés, mais actuellement nous ne prenons plus d'appel pour l'émission de Madame Soleil. Folle dingue peut-être, l'événement n'en était pas moins de taille. 347 ans après sa mort, Nostradamus avait de fait trouvé en un charmant bébé né sous le signe du cancer son héritière. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Ils sont juste Là, c'est après. Mémé, là. La maman, elle est là. Voilà, ils sont Il n'y a là. que celle-là de photo. Eh bien, il y a celle-là, et donc on voit bien son père, sa mère, sa grand-mère, elle-même. Paris, début 2023. Et je crois qu'à cette Ce jour-là, époque-là, Valérie, ils sont Angélique partis et Olivier, trois des petits-enfants de Madame Soleil, et Sylvie, la plus jeune de ses deux filles, avaient apporté leur album de famille. Ah oui, d'accord. Oh, c'est la photo de ma Bah, grand-mère, ça, ça. voilà. Et tu vois, elle est toute seule. Oui. Bah oui, mais elle a perdu son mari de bonne heure, hein, Est-ce qu'on ma avait- grand-mère. Et là, c'est mon grand-père. Oui. Pendant la guerre. Bah, un petit Quand peu il était avant, encore bien, ouais. encore avant qu'il soit blessé. Hein. Maman et Maurice. Et ça, c'est la grand-mère Soleil. Maman, elle est née dans un milieu d'ouvriers. Mes grands-parents étaient pauvres, parce que mon grand-père était mouleur en bronze. Il va être blessé, il va recevoir un éclat d'obus. Il avait plus de reins et il avait un œil en moins. Voilà, grand blessé de guerre. Et il meurt très jeune. Après, à 12 ans, maman va travailler. Après son certificat d'études, donc elle va travailler. Il fallait qu'elle aide sa famille. Donc elle part travailler à 12 ans dans une usine. Et les premières usines, je crois qu'elle colle des timbres sur les paquets de chicorée, donc ça va pas du tout. Et après, elle est souffleuse pour de thermomètre médical. Et je pense que c'est là qu'elle a peut-être l'idée de devenir médecin. Parce que les thermomètres, c'était pas son truc.
Médecine, elle n'avait pas les moyens, donc elle va chercher quelque chose d'autre. Donc elle veut devenir sténodactylo. Sténodactylo, Madame Soleil le deviendra en effet, comme nombre de jeunes filles voulant échapper au travail à l'usine, et ce, même si elle est convaincue depuis des années d'avoir croisé à plusieurs reprises des forces surnaturelles qui pourraient être le présage d'un autre destin. Un jour d'orage, par exemple, assise sur une pierre tombale du cimetière de son village de Chaille, elle a eu le sentiment qu'une puissance extérieure l'envahissait. Un autre jour, à l'église de Villeneuve-Saint-Georges, elle s'est sentie frappée par un rayon divin lui donnant la sensation que Saint-Georges lui transmettait sa vigueur et que de l'extrémité de son épée, il l'adoubait en vue du combat qu'elle aurait à livrer. Une autre fois encore, allongée sur son lit, elle était entrée en lévitation dans un étrange état, dira-t-elle, de plénitude et d'euphorie. Mais pour autant, à 20 ans, quand elle pensait à ce que sera sa vie, elle n'imaginait pas une seconde faire de l'astrologie son métier. Et ce ne sera d'ailleurs que bien plus tard qu'elle apprendra l'histoire de ce que certains considèrent comme un art, voire une science, et d'autres comme une supercherie. Observatoire de Paris, avenue d'Enfer Rochereau. L'un des plus beaux et des plus étonnants bâtiments de la capitale. Créé en 1667, l'observatoire a joué un rôle décisif dans l'histoire de l'astronomie et c'est aujourd'hui le plus ancien observatoire du monde toujours en activité. Sur son toit, trône un dôme de cuivre lourd de 20 tonnes et revêtu de blanc qui dissimule une fascinante lunette de 9 mètres de long dont l'astronome François Arago commanda la construction au XIXe siècle. Quand Madame Soleil, dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, devint astrologue professionnelle, cela faisait bien longtemps que les astronomes et les astrologues avaient coupé les ponts. Et pourtant, pendant des lustres, leur histoire avait été commune. Fondamentalement, l'astrologie à l'époque médiévale est très sérieuse, même si elle peut apparaître en concurrence avec d'autres sciences, d'autres savoirs comme la théologie. L'astrologie est un moteur de toutes les sciences, de la fin de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Et observer le ciel, qui est tellement la base de tous les savoirs antiques, depuis la Mésopotamie et certainement bien avant, que l'astrologie part quand même d'un socle de tradition et de légitimité très fort. Beaucoup de savants du XIIIe, XIVe siècle exerçaient l'astrologie, pas simplement comme hobby, mais parce que c'était une science expérimentale. On peut dire même peut-être que l'astrologie est sans doute, en tant que science du ciel, une précurseur de ce qui va devenir au XVIIe siècle les sciences expérimentales, c'est-à-dire nos sciences modernes. Les géants sur lesquels se sont bâtis finalement la science contemporaine ont tâté de l'astrologie, ont tâté de la magie, ont tâté des sciences occultes. Dans l'histoire des sciences, on n'appuie pas vraiment là-dessus. Or, ces personnages-là étaient aussi baignés de croyances, de magie, de réalisme économique, évidemment parce qu'il fallait vivre, mais il n'y a pas de séparation fondamentale où un jour on dit bon, il y a les bons et les mauvais d'un côté et finalement il y a des scientifiques et des astrologues. C'est pas vrai. Tout ça est beaucoup plus progressif, évidemment. Le moment maximal et de légitimité de l'astrologie sur le plan scientifique, c'est-à-dire le moment où elle est vraiment aux portes de l'université, c'est précisément les dernières années du XVe siècle, les années 1480. Et Christophe Colomb, comme on sait, est un astrologue. Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'il observait la position des astres. Mais alors, qu'est-ce qui condamne l'astrologue à ne jamais entrer à l'université ? Ce qui condamne à terme l'astrologie, c'est sa manière de se laisser enfermer dans son interprétation. Il y a vraiment la partie, on va dire, technique et observatrice de l'astrologie, qui, elle, est sans problème. Après, il y a la question de comment on interprète la position des astres. Et pourtant, c'est bien ce que les puissants demandaient aux astrologues, qu'ils interprètent et qu'ils prédisent. Quel rôle joue donc l'astrologue à la cour du roi ? Alors, l'astrologue agit auprès du roi d'abord par rapport à ses enfants. L'astrologue est d'une certaine façon le compagnon
de naissance des enfants, puisqu'il va, en quelque sorte, indiquer au roi quel sera le destin de ses enfants. Puisque l'obsession des rois, c'est quoi? C'est la survie de leur enfant et surtout de leur enfant mâle. C'est un conseiller technique, comme, je dirais, aujourd'hui, un économiste dans un cabinet qui ferait des projections sur jusqu'à quand le pouvoir peut tenir sur la croissance. Ben là, c'est pareil. Seulement, la croissance pour l'époque médiévale, c'est la survie du successeur. Il ne faut jamais oublier que c'est aussi une époque où on tue les rois. Henri III a été assassiné, où il meurt étrangement. La mort d'Henri IV, c'est quand même un vrai coup de tonnerre, alors qu'il venait juste de refonder une dynastie. Et là, Marie de Médicis, son fils Louis XIII, elle va complètement l'environner encore de ces spéculations-là. Donc c'est vrai que ça favorise beaucoup l'obsession de savoir si on ne peut pas le prédire. Des siècles plus tard, Madame Soleil dira plus d'une fois que nos actuels souverains, ministres, présidents venaient souvent la consulter, exactement comme les rois de France le faisaient avec leurs astrologues. Ça vous semble plausible ? François Mitterrand, en 1981, après avoir été élu, a réuni les scientifiques au Palais des Congrès à Paris pour faire les assises de la recherche. François Mitterrand est arrivé, a fait un grand discours qui se valait très positif pour les scientifiques et Mitterrand dit dans son discours « Bien, il faut développer les sciences qui progressent, la biologie, l'informatique, l'astrologie ». Et là, il y a eu un flottement dans la salle, mais tout le monde s'est regardé en se disant « Ouh là là, c'est quoi ?» Et un quart d'heure après, des jeunes femmes distribuaient l'intervention en disant « Bon, attention, il y a une faute, il voulait dire astronomie ». Et on a appris bien plus tard que François Mitterrand lui-même rencontrait Élisabeth Tessier pour discuter des affaires du monde. Donc, je dirais, cette filiation-là, ce lien entre le politique et l'astrologie, évidemment, interroge. Donc, c'est pas aberrant pour moi. Il y avait des bruits, on supputait, on disait que tel, M. Mitterrand, peut-être que Pompidou, le général de Gaulle, enfin, on supposait des tas de grands noms. Où était la réalité Alors, on était satisfait quand elle se confiait à nous gentiment, quand on avait une conversation tout à fait normale et aimable, en se disant « Cette femme a quand même parlé avec M. Pompidou, avec M. Mitterrand ou avec le général de Gaulle, et elle s'adresse à moi maintenant. » On avait un petit peu un air de satisfaction, mais ça s'arrêtait là. Vous aime-t-il vraiment? Je suis Madame Soleil. Je peux vous aider par les tarots. Téléphonez-moi au 36 68 07 07. Cela étant, même si nul ne connaît donc le nom des personnalités qui consultèrent Madame Soleil dans son bureau, une chose est en tout cas avérée. Dans cette rue, et précisément dans cet immeuble, elle croisa bel et bien un nombre impressionnant d'hommes politiques, mais à une époque, les années 30, où le président de la République ne s'appelait pas Georges Pompidou ou François Mitterrand, mais Albert Lebrun. Car c'est un aspect de sa biographie aussi méconnu qu'incroyable. À 20 ans, Madame Soleil, petite secrétaire fraîche et moulue, entra au service d'Alexandre Stavisky, l'homme qui rayonnait à l'époque dans le tout Paris et dont le nom reste associé à l'un des plus grands scandales financiers du XXe siècle. Madame Soleil est en effet engagée au journal La Volonté, dont le patron occulte était le célèbre escroc qui fit trembler la Troisième République. Mademoiselle Soleil, soyez gentille, appelez ma femme et dites-lui qu'on dîne chez Maxime ce soir. Bien, monsieur. Ah, et mademoiselle? Oui, monsieur. C'est pour vous, pour votre fête. Monsieur Alexandre, il fallait pas. Vous qui avez tourné pour la télévision Stavisky, l'escroc du siècle, vous n'avez pas été surpris d'y trouver Madame Soleil? C'est vrai que je m'y attendais pas. Trouver dans son entourage quelqu'un qui va avoir un avenir, et quel avenir d'ailleurs, c'est assez étonnant. Enfin, il y a une sorte de conflagration de destin que je trouve amusante. Même si la fin de Stavisky est dramatique, la période où Germaine Soleil a été sa secrétaire, son assistante, je pense que ça a marqué sa vie, ça c'est certain. Le journal où travaillait Madame Soleil avait ses locaux juste à côté du théâtre où l'on répétait alors la pièce d'Édouard Bourdet, La fleur des pois.
Oh, Madame la Comtesse. Et derrière sa machine à écrire, racontera Madame Soleil, à force d'entendre le comédien Victor Bouchet mettre au point ses répliques, elle était arrivée à connaître son rôle presque entièrement par cœur. Il s'agit d'une 20aine de francs. Au début, je pense que très naïvement, elle était secrétaire de quelqu'un qui était en pleine ascension et en pleine réussite, donc tout allait très bien. Quand le vent a tourné, je pense qu'elle était extrêmement désolée que ça vire à la catastrophe. Qu'ils en fassent un mensonge. Mais je dis quoi, moi, aux gens de la commission des opérations en bourse? Je suis en voyage ou au sanatorium, inventé. Et il y a Monsieur Faure et Monsieur Charles qui vous attendent dans votre bureau avec Monsieur Begelman, le commissaire aux comptes. Je me suis amusé plusieurs fois à lui faire parler de son ciel qui était un petit peu obscurci, de l'avenir qui n'était pas si clair. Alors est-ce que c'était la prémonition d'une catastrophe parce qu'elle connaissait ses affaires, ou est-ce que c'était le sentiment intime qu'elle pouvait avoir? Je n'en sais rien. Et que disent vos astres cette fois? À quoi bon, puisque vous n'y croyez pas? Ah, puis j'oubliais, il y a Monsieur Morin qui vous attend depuis ce matin, 7h. Ah, d'accord. Et c'est qui, Monsieur Morin? À la fin de l'automne 1933, ces affaires vraiment périclitent parce qu'on commence à découvrir l'énorme corruption qui touche la Troisième République. Ça monte très très haut. Et évidemment, et la police et les services spéciaux et l'extrême droite parallèlement veulent les uns étouffer l'affaire et les autres faire fructifier l'affaire. Et donc il devient une cible et une proie. Lui sent bien qu'il va falloir qu'il s'enfuit et donc il a les preuves de la corruption de tout le monde. Ça, c'est une arme terrible. Il peut faire sauter la République 50 fois. Il éprouve la nécessité de s'enfuir, mais il sait qu'il va être traqué. Et c'est alors que Stavisky décide de se faire passer pour mort, et puisqu'il possède un journal, il a une idée singulière. Il décide de dicter sa nécrologie, alors évidemment fort élogieuse, en disant que quand même la France perd quelqu'un de formidable. Et il le dicte à Madame Soleil qui doit prendre note pour le faire publier. Et elle pleure, elle est en larmes, et il lui dit « Mais attendez, je ne suis pas mort, c'est moi qui vous dis que je suis mort officiellement, mais officieusement on sait bien que je ne suis pas mort. » Sauf qu'elle le prend au premier degré. Créateur d'entreprises ambitieux et génial, le grand homme nous a quittés dans une tragédie ferroviaire. C'est pas mal, ça, non? C'est terrible, ça, monsieur, c'est terrible. Germaine, arrêtez de pleurer. Si je suis là, c'est que je suis pas encore mort. Non, mais tout de même, monsieur, on joue pas avec ces choses-là. Et en même temps, y avait-il pas une sorte de prescience de dire il ne faut pas jouer avec ça et que ça peut porter malheur de se faire passer pour mort, et est-ce que ça ne va pas diriger le destin vers une mort effective? Et effectivement, il mourra très peu de temps après avoir dicté sa nécrologie à Germaine Soleil. Il faut d'avoir l'air honnête. À partir du moment où Stavisky était en fuite et qu'il devait se réfugier quelque part avant de passer en Suisse, il loue un chalet du côté de Chamonix. Mais pour ne pas le louer à son nom, il emprunte le nom du fiancé de Madame Soleil de manière à pouvoir entrer incognito dans les lieux. Voilà, donc ça montre vraiment à quel point il faisait confiance à Madame Soleil. Bien sûr, oui, il lui faisait entièrement confiance. Elle était à son service, entre guillemets. On en parle de plus de 100 à partir du moment où il l'a intégrée à son système sans qu'elle sache le dessous des cartes, il lui faisait confiance. C'est elle qui tenait son carnet de rendez-vous, donc à un moment donné, elle était au fait de plein de choses. Très chère Mademoiselle Soleil, est-ce que dans vos astres, ma vie est en danger? Ah ben non. Alors, au final, qu'est-ce que toute cette histoire a apporté à Madame Soleil? Déjà mort. De par Stavisky et de par le monde que fréquentait Stavisky, c'est-à-dire franchement le Gotha, je pense qu'elle a goûté au luxe auquel elle n'avait pas accès et les crypté parce qu'il y a des codes qu'elle n'avait pas et qu'elle a acquis, et je pense qu'elle a été plus à l'aise après qu'elle ne l'était avant. Elle aurait pu lui en vouloir de lui avoir fait goûter à ça pour l'en priver de façon abrupte et violente. Et en même temps, je me dis que le côté affectif qu'elle avait pour lui, parce qu'il y avait quand même une liaison, une relation affective, a fait que je suis assez persuadé qu'elle a privilégié l'affect sur la réalité. Adieu au tout Paris, aux Champs-Élysées et à l'hôtel Claridge où Stavisky avait emménagé. Adieu surtout à la rue de la Michaudière, mais que Madame Soleil quitta avec un document secret, une lettre que Stavisky lui-même lui avait confiée au cas où. Elle mettait en cause des personnages considérables, écrira-t-elle, j'avais entre les mains de la dynamite. Une parente qui vivait chez moi en conçut une telle peur qu'elle prit sur elle de la détruire. Je l'ai regretté. Cette lettre aurait éclairé bien des points obscurs de l'affaire.
Des années qui suivirent, on sait peu de choses, sinon qu'elles furent particulièrement difficiles. Certes, Madame Soleil a la joie de donner naissance à son premier enfant, mais elle replonge dans une pauvreté qu'elle croyait avoir définitivement quittée. Et son mari a bien du mal lui aussi à joindre les deux bouts jusqu'au moment où il est mobilisé et part à la guerre. Mon papa, quand il est rentré de la guerre, mes parents sont ruinés, quoi. Ils n'ont plus rien. C'est une mauvaise période. Mon père, il a un oncle qui vit avec une personne et qui est foraine. Comme maman, elle sait qu'elle a déjà un don, la personne va lui dire « vous allez faire vivre votre famille » en faisant ce que font les voyants dans les fêtes foraines. Voilà, elle se fait une clientèle. Et c'est là que tout se déclenche. Il y avait la roulotte de la maison. Je sais qu'il y avait une autre roulotte de travail. Et c'est là qu'elle recevait des clients. Beaucoup de clients. Elle est déjà là, à la limite, Madame Soleil. Donc attends, on n'a même pas eu le temps de voir. Donc là, on les voit. Ça, c'est la roulotte de la maison. Parce que la roulotte, au moment consultait, on n'y allait pas, mais il y avait... Elle était tenant à celle-là Non, c'était à part. Elle mettait à part. Oui, parce que ça, c'était la famille. D'accord. Et moi, je me rappelle que maman, à cette époque-là, elle allait rincer le linge de la maison dans les caniveaux. Tiens, là, ça, c'est moi. Elle était en bois? Oui, c'était la vieille roulotte. Elle n'était pas tirée par les chevaux, mais elle était tirée par un camion. Tu vois, c'est moi, là. Je suis née dans une roulotte. Donc mon enfance, c'est comme les petits forains. C'est d'aller sur les manèges. Je suis toujours pieds nus, les cheveux en bataille. Voilà. C'est ça, hein, ma vie de bohème. Ah, on voyage beaucoup. Moi, je me rappelle, on voyageait la nuit. On fait comme les forains, les tournées. Je dois avoir 4 ans. 4-5 ans, je dois avoir. Et là, c'est là qu'elle s'arrête, c'est là qu'elle prend l'appartement de Boulevard Poissonnière, qu'elle change de vie. Resituons de nouveau l'astrologie dans l'histoire. Quand Madame Soleil s'installe au cœur de la capitale comme astrologue, tout le monde connaît bien évidemment sa date de naissance et son signe astrologique. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? L'Occident n'a pas eu les moyens pendant longtemps de se souvenir des dates de naissance. Ça peut paraître étrange, tout d'abord parce que on peut dire que le calendrier chrétien est fondé sur une date de naissance, sur une date d'incarnation, pour être plus juste, l'incarnation du Christ. Mais en fait, fondamentalement, ce qui est important dans la culture chrétienne, c'est la date de la mort. Parce que c'est à ce moment-là que se détermine tout le projet de la résurrection et de la mémoire des morts. Et puis surtout, il n'y avait pas les moyens d'enregistrement. La culture de l'écrit jusqu'au XIIIe siècle est bien trop peu diffusée pour qu'on puisse enregistrer ce que nous on appellerait l'état civil. Et comme on le sait, les registres même paroissiaux, qui sont l'ancêtre de l'état civil, ne démarrent pas avant le XIIIe, XIVe siècle, et pas du tout partout. Donc en fait, fondamentalement, si les gens ne retiennent pas leur date de naissance, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens et que, on va dire, la société, puisque l'État n'existe pas encore, n'a pas non plus les moyens techniques de cette remémoration collective. Pratiquement la seule date de naissance qui, et encore tardivement, se fixe, c'est celle des rois et des très grands puissants, puisque même pour Charlemagne, par exemple, on n'a pas sa date de naissance. 1200 ans après Charlemagne, quand Madame Soleil ouvre son cabinet boulevard Poissonnière, elle découvre avec plaisir que les horoscopes fascinent ses visiteurs. Mais en fait, depuis quand existe cette fascination ? On a toute une mode dans la presse qui commence un petit peu dans les années 1910, mais vraiment dans les années 1930, ça explose, de professeurs qui prétendent venir d'Inde, d'Asie, du Moyen-Orient,
et qui disent qu'ils ont des connaissances qui permettraient aux gens de trouver l'amour, d'être heureux, etc., etc. Et on a littéralement des milliers de petites annonces qui parsèment la presse populaire, et ça prend tellement d'ampleur que les journaux vont commencer à tenir compte de ces annonces dans leur budget annuel. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et quelques grands noms vont sortir du lot. L'un d'entre eux, dont on entend parler parfois, c'est le fakir birman. Le fakir birman est un personnage qui va se faire connaître en essayant de prévoir l'avenir, en se présentant comme un voyant. Il reçoit des gens dans son cabinet et il passe des petites annonces dans la presse pour se faire connaître. Il va comprendre assez rapidement que des escrocs font fortune en publiant de grandes annonces dans la presse, en promettant l'amour, la santé, la richesse à leurs clients. Il va commencer à faire pareil et petit à petit va commencer vraiment à générer un grand commerce. Il reçoit énormément de courriers, les gens lui envoient de l'argent pour qu'il leur fasse des prédictions, mais à distance en fait. Et c'est le point commun de tous ces escrocs, c'est que pour attirer le chaland, il leur propose un horoscope. C'est l'outil d'hameçonnage en fait qui permet de toucher les gens et de commencer à entrer en contact avec eux. Il leur envoie en fait une description du signe astrologique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Et quand les gens reçoivent ce portrait, ils s'y reconnaissent, façon effet Barnum, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Barnum, c'est-à-dire le fait de se reconnaître dans des descriptions ordinaires, mais surtout de s'en étonner. Parce que se reconnaître dans des descriptions ordinaires, c'est normal, puisqu'elles sont ordinaires, mais par contre, se dire « Ah, mais ça, c'est vraiment moi, et c'est pour moi que ça a été écrit », c'est un effet étudié en psychologie. Et donc, les gens se reconnaissant vont envoyer de nouveau de l'argent pour avoir d'autres services. C'est-à-dire soit un horoscope de naissance plus complet, soit des poudres magiques, des talismans, enfin il y a tout un merchandising chez tous ces escrocs qui fait qu'ils vont être en contact littéralement avec des millions de Français. Pendant les années qui suivent son départ du monde des forains pour la capitale, Madame Soleil essaye cependant de passer autant de temps que possible dans la ferme qu'elle a achetée et où elle a le sentiment d'être au plus près du monde dans lequel elle aime vivre. Mais à Paris, son cabinet ne désemplit pas et elle se constitue une clientèle aussi importante que fidèle, jusqu'au jour où le dieu du destin frappe une nouvelle fois à sa porte. C'est M. Maurice qui vient la consulter, parce que c'est un client, hein, et qui lui propose de faire une émission à Europe 1. Alors Maurice Siegel, je pense qu'il cherchait un aspect populaire. C'était un homme de radio, moi, ça a été mon patron. Et quand il a décidé d'avoir une astrologue, et en l'occurrence Madame Soleil, tout le monde lui a ri au nez, parce que Madame Soleil, c'est un nom inventé, pas du tout. Donc c'était quand même des idées bien précises de ce qu'il fallait pour avoir une radio populaire, je pense, vis-à-vis de sa clientèle. Cette force qu'elle avait en elle, je pense que c'est cette force de persuasion qu'elle avait. Puis une voix, elle avait une voix forte. Je pense qu'il a été séduit, quoi. Et par sa psychologie aussi. Le fait de comprendre les personnes qu'elle avait en face d'elle, quoi. Elle les comprenait tout de suite. Elle les voyait tout de suite. Elle les sentait tout de suite. Et elle avait quelque chose de primordial en radio, que l'on nous conseille à tous, débutants ou débutantes, c'est d'avoir un léger sourire dans la voix. Elle avait ce léger sourire dans la voix, même quand elle annonçait le simple horoscope en fin de semaine, en l'enregistrant pour le week-end. Quand j'étais petit, j'écoutais la radio sur laquelle elle officiait, donc Europe 1. Il y avait 3 personnages qui avaient des voix. Il y avait Madame Soleil, qu'on entendait. Il y avait Albert Ducrot, qui racontait l'exploration du système solaire, et puis surtout l'homme sur la Lune, qui avait des expressions tout à fait extraordinaires. Et puis il y avait Albert Simon, qui était le personnage qui, avec une voix très traînante, racontait le ciel qu'il allait faire, la météo. Et ces 3 personnages parlaient tous les 3 du ciel. Soleil, 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 soleil sur Europe 1. Alors, je voulais savoir si ça va s'arranger. Ah, vos caractères, ma petite madame, ne sont pas toujours très compatibles. Hein? Il y a des heurts dans le ménage. Il vous faut montrer patiente. C'est un tempérament impulsif, votre mari. Mais alors, pourquoi Madame Soleil a été la plus célèbre de ces 3 voix? Parce qu'elle parlait du quotidien. Parce qu'elle parlait de façon simple, parce qu'elle parlait de choses qui étaient concernantes
pour mes parents, pour mes grands-parents. Et puis je pense aussi parce que c'est les amuser. Ça les amusait. Ils attendaient leur tour. J'ai toujours eu l'impression qu'on attendait son tour. La Vierge, les Gémeaux, le Cancer, chacun attendait son tour en se disant « Fou, t'as vu ce qui prend l'autre ?» Il y avait ce petit côté feuilletonesque, voilà. Ce côté que chaque jour, il allait y avoir quelque chose de différent et que chaque jour, finalement, on serait un peu concerné aussi. Je suis le notaire, je suis l'avocat, je suis le médecin, je suis l'ami, je suis le père confesseur, je suis même celui à qui on demande un tout petit peu de mystère, parce que le mystère, on en a besoin. Elle prend une personne qui avait un souci. Alors, bonjour Madame Soleil. Alors, elle dit, moi, vous savez, j'ai été abandonnée par mon mari, j'ai 2 petits-enfants en bas âge, je n'ai pas de famille, je vais très mal, qu'est-ce que je peux faire? Cet état de marcher dans du brouillard, c'est un peu ça que vous avez? Oui. Oui, eh bien, ça va passer. Alors vous appelez comment? Ah, Raymonde. Alors Raymonde, vous êtes Gémeaux? Oui. Alors ma petite Raymonde. Et là, elle commençait à... Elle avait travaillé le truc avant, elle l'avait eu avant au téléphone. Donc là, elle commençait à lui parler, elle faisait sa petite séance, mais elle avait très peu de temps, hein. Elle avait entre 7 et 8 minutes, hein. Pas plus que ça par jour. Donc c'était très condensé. Mais elle arrivait à l'envelopper à l'antenne. Et est-ce que, par exemple, des femmes vous demandent comment puis-je me débarrasser de mon mari? Oh oui, c'est fréquent et vice-versa. Et est-ce que vous donnez des recettes? Jamais. Je n'ai pas intervenir dans le domaine de la mort. Je ne suis ni juge ni bourreau. Elle avait réponse à tout avec une certaine adresse dont elle pouvait faire le contour. Si par exemple, je la voyais un peu surprise par une question, elle répondait malgré tout. On voyait son étonnement sur son visage, mais à la radio, ça ne se voyait pas, ça ne s'entendait pas, dirons-nous. Et elle arrivait quand même à trouver une sinuosité pour répondre convenablement à la personne ou rassurer la personne à l'autre bout du fil. Dites-moi, madame, oui. on peut continuer à donner du sang quand même, j'entends. Oh, mais non, il n'est pas question que vous donniez du sang, ma pauvre petite, vous n'en avez déjà pas assez pour vous. Alors, voyons. Elle prenait son temps, elle ne s'affolait jamais, même si on lui disait « Madame Soleil, il faudrait se dépêcher parce que vous avez telle et telle émission à enregistrer » ou alors « Attention, dans 10 minutes, on est à l'antenne, est-ce que tout est prêt ?» Elle était, justement, là aussi, il y avait une espèce de calme olympien, je dirais, qui était là encore rassurant. Attention à vos oreilles, hein? Oui. Oui, vous avez une oreille qui devient dure. Après, le propos était peut-être sur le fond un peu toujours le même, il y avait peut-être des redites. Il y a aussi un verbiage, il y a un langage, je dirais, de l'astrologue, qui est un peu typique et semblable chez les uns et les autres. Quelquefois, je l'ai vu quand le micro avec l'auditeur était coupé, ou qu'il y avait un écran de publicité, elle se tournait vers moi, elle me dit oh, « celle-là, elle n'a pas de chance, parce que vraiment, je lui vois un avenir un peu... » Mais elle donnait toujours cet aspect positif. Il fallait aller de l'avant, allez mon petit, c'était toujours cette notion de les conforter. Est-ce que parfois vous mentez? Oui, quand c'est absolument nécessaire. Quand une personne est sur le point de mourir, je ne le lui dis jamais. Inutile de vous dire que tous les gens que je pouvais côtoyer, certains de mes amis me disaient « Tu ne pourrais pas demander à Madame Soleil si je suis de tel signe ?» Parce que tout le monde on venait quémander en quelque sorte. Cela dit, comme Marie-Gildas, vous ne vous êtes pas contenté de travailler avec elle, vous l'avez aussi consultée. J'avais le sentiment d'être, pas avec un psy, mais de poser des questions que j'aurais peut-être pas osé poser à un psy. Le terme de psychiatre ou psychologue affole un peu les gens. Là, Madame Soleil, c'était beaucoup plus populaire, on pouvait s'approcher d'elle peut-être plus facilement. Après avoir habité place du Commerce, dans le 15e arrondissement de Paris, Madame Soleil déménage avenue de Suffren, dans un appartement aujourd'hui remeublé bien sûr, mais qui garde l'esprit de l'époque. Un souvenir d'un appartement un peu sombre, beaucoup de verre foncé. Elle avait la télé, elle avait... Ce qui m'avait un peu étonnée, c'est qu'elle avait, comme on faisait à l'époque, des napperons de dentelle sur la télé avec les fleurs artificielles. C'était, vous voyez, un peu cette ambiance-là pas d'une mamie, parce qu'elle n'avait pas encore l'âge elle n'était pas si âgée à cette époque-là. Et ça sentait le pot-au-feu, quoi. Mais le bon pot-au-feu. Voilà, c'est comme un refuge, c'est vraiment le mot, je crois. À chaque fois que je suis venue, elle m'a ouvert et on entrait dans sa salle à manger, et on était autour de la table de la salle à manger.
Elle avait ses cartes, elle avait son pendule, elle avait tous les outils de l'astrologue, mais en même temps, elle les oubliait assez vite. Moi, de temps en temps, elle me disait tirer une carte ci, là, mais elle me regardait dans les yeux et elle me racontait tout ce qu'elle avait vu avant, parce que je ne sais pas si elle avait regardé ailleurs que dans les cartes, mais en tout cas, elle savait déjà tout de moi, ou presque, quoi, sans que je parle vraiment. J'ai dit très peu de choses. Et un jour, grâce à elle, alors que vous étiez au comble de la solitude, vous avez rencontré Philippe Gildas, l'homme de votre vie. Un jour où j'avais vraiment très mal, j'avais demandé à la voir, elle m'a dit, bon, bah, écoutez, venez à 15h, venez à la maison. Je suis allée, et j'étais pas bien, je ne mangeais plus, j'étais sous médicaments. Et ben c'est là, elle m'a dit, ma petite Maryse, mais arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, c'était sa phrase. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, tout va aller. Vous me croyez ? Quand elle vous disait, voilà, ça va être ça, ma petite, ça sera ça. Il n'y avait pas de réponse possible, elle était sûre d'elle. Elle me dit, petite Maryse, ne vous faites pas de soucis, vous verrez, il est à côté de vous et ce sera l'amour de votre vie. Je regarde autour de moi, il n'y avait rien. Rien pour moi, en tout cas. Je dis non, elle m'a dit ça pour me remonter le moral et pour me dire qu'il y avait peut-être une vie qui m'attendait, une autre vie, mais j'ai jamais pensé que c'était Philippe. J'aimais beaucoup Philippe, je l'admirais, on avait une belle complicité, mais ça s'arrêtait là pour moi. Elle avait raison, quoi. J'explique le caractère et le comportement de tel individu par rapport à un autre. Ils en tirent eux-mêmes la conclusion. Je ne suis pas Salomon. Que Madame Soleil ait été une formidable voyante, comme Maryse Gildas, Monique Jorland n'en doute pas. Et dans la préface du livre que cette médium a écrit, l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, ne modère pas son enthousiasme sur la clairvoyance de son amie Monique. Je me recherchais, donc, comme Madame Soleil était renommée pour être l'astrologue extraordinaire, je suis allée la voir. J'avais, 25 ans. Madame Soleil ouvre la porte et j'étais devant une petite dame rondouillarde un peu, habillée tout en noir. Et je remarque qu'elle avait des charentaises. Je la trouvais très simple et déjà ça met à l'aise. Elle avait une voix un peu cassante, forte et cassante, mais très sympathique. Elle avait fait mon thème en 4 jours. Et là, elle me dit, tu as été 2 ans presque morte. Mais comment peut-elle savoir ça ? Effectivement, de 17 à 19 ans, j'étais dans un institut, Saint-Pierre, à Palavas-les-Flots, où j'ai été allongée sur un lit, enfin c'était des planches, et j'étais sur un chariot roulant où on allait passer de temps en temps du soleil à notre dortoir. Et ça, vraiment, j'ai été, mais je lui dis, mais comment comment ? Une petite s'était inscrite. Et après, elle me dit, vous allez vous marier bientôt ? Pas encore, je ne sais pas. Vous avez un fiancé qui travaille, il est tout en blanc. Tout en blanc, les bottes. Et mon futur, à l'époque, était physicien au centre atomique du Saclay. Mais vous ne resterez pas avec lui. Bon, alors pourquoi je vais le faire ? Je ne vais pas me marier, en fait, quoi. Ah non, il va partir, il sera appelé à partir dans les îles. Il sera... Oui, et alors ? Et il reviendra avec une fille des îles. Là, excusez-moi, mais quand on entend ça, vous avez 25 ans, vous êtes amoureuse et vous vous dites, hein, vous ne savez plus. Je lui dis, mais vous êtes sûre, Madame Soleil ? Oui, petite. Puis, alors là, elle prenait son ton un peu comme ça, un petit peu un ton autoritaire. Oui, petite, si je vous le dis, oui. Tout est arrivé, tout. Elle était inquiétante parce que mon mari est parti à Tahiti, il est revenu avec une Tahitienne. Je dirais que Madame Soleil a tracé ma vie. Elle ne s'est trompée dans rien, mais c'était dur à entendre, je veux dire. Et après, elle m'a dit, montrez-moi vos mains. J'ai montré mes mains. Elle m'a dit, vous avez vu vos mains, vos pouces très en arrière et vos mains très creusées. Vous avez des mains de guérisseuse. Et puis, vous avez un don, mais vous aurez le don de parler aux défunts dans quelques temps. Là, honnêtement, vous vous dites, je pars, je reste, je crois, je ne sais plus. Et c'est vrai, vous arrivez à convoquer les morts ? Oui, je
Je les appelle pas, hein, c'est au bout d'un moment, ils viennent ou ils ne viennent pas. Hein. Pendant notre entretien, vous avez vu Madame Soleil? Non, mais je la sens. Je vous assure, je la sens par là. Je suis pas bien même, je suis pas bien. Ah, je la sens. Je suis sûre qu'elle est avec nous. Il n'y a rien d'écrit sur les murs, sinon je vous l'aurais lu. Je suis pas bien. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Je sais pas, c'est comme si elle me disait petite, parle, petite, mais je suis sûre que vous allez voir, il peut se passer un tableau qui tombe ou quelque chose. Elle est présente. Vous y croyez, Gérard? Écoutez, je suis perplexe, chère Monique. J'imagine. Mais je vous écoute, je vous l'avais dit, je vous écouterai avec attention. Très bien, vous êtes très bienveillant. Et bienveillance, absolument. Non, tout à fait. De Madame Soleil, nombre de ceux qui l'ont consultée en direct disent donc beaucoup de bien, vous, qui avez rompu avec le milieu des astrologues. Vous comprenez ça? En fait, à force de consulter des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, l'astrologue se retrouve confronté un petit peu toujours aux mêmes questions, aux mêmes problèmes. Donc, d'un point de vue psychologique, au sens populaire du terme, finalement, il sait comment conseiller les gens. Il a un bon feeling, il sent les personnes, et souvent, il n'est pas très difficile de faire des prédictions un petit peu de bon sens aux personnes qui, elles, ne savent pas, elles n'ont pas ce qu'il faut pour comprendre que c'est juste du bon sens. Mais comment l'adversaire de l'astrologie que vous êtes devenu explique que tel ou tel de ses clients ait eu le sentiment qu'elle faisait mouche? Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est celle de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'il est terrible d'avoir une prédiction importante sur notre avenir et de ne pas en tenir compte plus tard dans nos choix. Il suffit qu'à un moment on hésite entre deux choix, connaissant la prévision, il serait bien étonnant de ne pas aller du côté de ce qui a été prédit si vraiment on ne sait pas comment choisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, d'un point de vue plus psychologique, c'est qu'en fait, quand on donne une interprétation ou une prédiction ordinaire à un cerveau quelconque, en fait, celui-ci va l'appliquer à sa vie, à son vécu, à son quotidien, et on dit qu'il va boucher les trous. Donc il va adapter finalement l'interprétation ordinaire à sa vie personnelle et avoir vraiment l'impression qu'elle n'est pas ordinaire. Parce que c'est lui finalement qui l'a habillée. Il y a vraiment une logique de brainstorming dans l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologue est très créatif, très intuitif, et il jaillit de son esprit plein d'idées pour essayer de trouver sincèrement des solutions aux problèmes de la personne. Et il est tout à fait possible et normal qu'il y en ait une d'entre elles que la personne n'avait pas envisagée. Et dans ces cas-là, elle se dit « Oh, mais c'est extraordinaire, oui, ça y est, on a trouvé une solution ». Et en sortant de la consultation, elle ne va retenir que la bonne interprétation, celle qui peut lui être utile. Je l'avoue, moi qui ne crois pas à l'astrologie, mais au pouvoir de la suggestion, les explications de cet ancien membre du bureau de la Fédération des astrologues francophones me semblent convaincantes. Mais je le sais bien, l'incrédule que je suis est minoritaire. L'aventure radio de Madame Soleil a duré 23 ans et tout le monde à la télévision lui a fait les yeux doux. Cette année, ils vont très bien se débrouiller. D'ailleurs, ils savent toujours très bien se débrouiller. Ils sont aimables, ils sont gentils. 92 sera difficile, surtout pour les sans-emploi, vous voyez. Oui. Les scorpions, ils ont la partie belle dans un sens. Et à la fin des années 80, Madame Soleil se retrouva même aux côtés de Dorothée, l'animatrice culte du moment, la sainte patronne des enfants. Je l'ai appelée et elle m'a dit oui. Ça l'amusait, elle aimait bien Dorothée, elle regardait les émissions, elle m'a dit oui, pourquoi pas. Et elle est venue comme ça, donc faire une rubrique régulière dans le club Dorothée. C'était vraiment quelqu'un de très simple, de très affable, de très pas compliqué, elle passait pas des heures au maquillage, elle se fichait un peu de son apparence, elle arrivait, elle faisait son truc et puis voilà, c'était très bien. C'était pas une snob, c'était pas une chic, elle faisait pas des recherches ni de langage, ni de costume, ni de coiffure, c'était quelqu'un de simple. Je veux dire, elle devait avoir sa coquetterie, parce qu'elle était toujours quand même habillée correctement, tout ça, mais c'était pas « Oh là, je suis mal maquillée, il me faut coiffer ». Non, c'était quelqu'un qui venait, bon, c'est prêt, on y va. Elle n'avait pas du tout la grosse tête, elle ne se prenait pas pour quelqu'un d'autre, c'était Madame Soleil, c'est tout, c'était Germaine Soleil, je l'appelais Germaine d'ailleurs. Au même moment, à la télévision, il y avait aussi Elisabeth Tessier, l'astrologue de François Mitterrand. Il y avait une star et puis une femme du peuple, c'est tout, c'était différent. Il y avait une
belle femme qui était intelligente, brillante, tout ça. Et puis il y avait une petite bonne femme de l'autre côté qui avait l'air de rien, qui était formidable. Qu'est-ce que ça va donner entre nous, 1983 ? Eh bien, il y a du bon, il y a du mauvais. Ça dépend comment on est placé dans la vie. Est-ce que vous, elle vous a prédit des choses ? Alors moi, elle m'a prédit des choses, elle m'a dit d'être prudent en avion. J'avais un mauvais mercure. Elle m'a dit ne prenez jamais un petit avion avec des amis. Donc je ne prends jamais un petit avion avec des amis. Donc vous l'avez cru ? Bah, on sait jamais. Je ne prends pas le risque. À part ça, il y a des fois où elle a promis, elle a dit des choses qui ne sont pas réalisées. Elle a dit à une fille qu'elle allait avoir un beau petit garçon, elle a fait une fausse couche 2 mois après. Bon, donc c'est les aléas de la voyance. 27 ans après la mort de Madame Soleil, l'astrologie se porte toujours comme un charme ? Il s'avère que les Français sont de plus en plus intéressés et croyants dans les disciplines ésotériques dont fait partie l'astrologie. C'est quelque chose qu'on a mesuré, nous, à l'IFOP, en 2020 et 2022. Et les jeunes, ils sont encore plus nombreux à y croire. C'est à peu près 70% des jeunes, donc jeunes, c'est 18-24 ans, qui croient dans au moins une discipline de parascience. Donc on met derrière ça astrologie, sorcellerie, voyance, numérologie et cartomancie. Donc un champ assez vaste. Et donc ces jeunes, en effet, ils sont plus nombreux que la moyenne française à y croire, parce que ce sont des personnes qui se questionnent plus, peut-être, parce qu'on est à des moments charnières de nos vies en dessous de 25 ans, qui ont peut-être plus de questions auxquelles ils cherchent des réponses, et les réponses du discours officiel, entre guillemets, ne leur conviennent pas. Ce sont aussi des jeunes qui s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce genre de contenu fleurissent. Et ce sont aussi des personnes qui ont une certaine défiance envers les institutions et le discours scientifique ou le discours politique ou médiatique. On le remarque, les jeunes sont beaucoup plus réfractaires à ça. Et donc, du coup, on peut faire le lien avec le fait qu'ils soient plus enclins à l'ésotérisme. On a aussi les femmes qui ont tendance à y croire davantage. Et on se rend compte également, chose peut-être moins évidente, mais toutes les catégories populaires, donc les employés, ouvriers, si on parle en termes de CSP, comme on dit dans le milieu sondagier, donc c'est la catégorie socio-professionnelle, les employés, les ouvriers, donc les personnes plus en difficulté, en fait, qui rencontrent le plus de questionnements dans leur vie, ont tendance à se tourner vers ces disciplines ésotériques, notamment les personnes qui se sentent en dehors du système, en fait. Il y a vraiment une corrélation entre est-ce que je suis intégrée au système, est-ce que le système me fait me poser des questions, est-ce que je cherche des réponses quelque part, et le discours officiel ne me convient pas, et donc je vais chercher d'autres vérités ailleurs. Et en fait, c'est ces populations-là qui sont particulièrement croyantes. Et dans ce contexte, c'est toujours l'horoscope qui tient la corde ? L'horoscope, c'est important pour les Français, et notamment dans leur relation aux autres. C'est vrai que l'un des éléments principaux de l'astrologie, c'est de dire que certains signes sont plus compatibles que d'autres. Et d'ailleurs, ce sont 20% des Français qui prennent en considération le signe astrologique de la personne en face d'eux et le leur dans leur relation aux autres. Ce sont environ un tiers des Français qui demandent le signe astrologique de la personne qu'ils vont rencontrer, que ce soit un ami ou un partenaire pour une relation longue durée ou un partenaire pour un soir, pour savoir si justement compatibilité ou pas il y aura. Alors... Ça dit quoi ça ? T'as vu qu'on passe dans l'ère du Verseau là ? Ah ouais ? Ouais. Du coup en fait, en général on dit quand Pluton change de signe, c'est lié à des grandes révolutions dans l'histoire de l'homme. Ok. J'ai capté. L'astrologie connaît donc depuis 2020 un incontestable regain. Or, 2020, c'est la crise du Covid. Quel est le rapport ? On a vu sur des plateaux de télévision des scientifiques s'affronter. Et là, évidemment, ça a amené les gens à se poser des questions. Cette pensée scientifique matérialiste à laquelle ils s'étaient accrochés, en laquelle ils ont cru, a vacillé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu évidemment un moment de flottement chez eux. Et ils ont besoin d'avoir une autre source et un autre langage, en fin de compte. Quelque chose d'autre pour se comprendre. Les gens étaient confinés, ils ont été ramenés à eux-mêmes. Il y a eu des grandes questions qui se sont posées. Et à partir de là, il y a un questionnement personnel, intérieur qui s'est posé. Et comme l'astrologie est un outil de connaissance de soi, il y a eu effectivement une ouverture qui s'est faite en ce sens. Vous autres astrologues, vous êtes devenus des sauveurs ? Des gens qui peuvent nous percevoir un peu comme le Messie, quoi. Évidemment, ça peut arriver, oui. Mais c'est très très rare, très rare. Les gens ne sont pas dupes, vous savez, il ne faut quand même pas croire que les gens sont naïfs. La connaissance du grand public vis-à-vis de l'astrologie a quand même considérablement évolué ces 20-30 dernières années. Voilà, parce qu'ils se sont documentés. Donc ils viennent déjà avec une petite connaissance, on ne peut pas leur dire n'importe quoi. Alors, pourquoi viennent-ils vous voir ?
Bien souvent, les gens ont besoin d'être, je dirais, confortés dans des décisions. Il y a une hésitation, ils ont besoin d'être confortés. Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout bloque, on fait des efforts absolus et tout coince, ça ne marche pas. Et d'autres moments, on fait beaucoup moins d'efforts et tout semble aller. L'astrologie permet de connaître ces moments de crise, ces moments de blocage, et à partir de là, la personne va adopter une attitude en vertu de ses attentes. Oui, il y a un grand facteur psychologique qui intervient. L'écoute dans une consultation astrologique est primordiale. C'est même fondamental, l'écoute. L'astrologie, j'oserais dire grossièrement que c'est une météo psychologique. Météo psychologique. Voilà bien une expression fédératrice. Et Madame Soleil l'aurait sans doute validée, ne serait-ce que pour essayer de réconcilier, avant de mourir, ceux qui croient à l'astrologie et ceux qui n'y croient pas. Ce matin, Germaine Soleil ne s'est tout simplement pas réveillée. Elle a peut-être rejoint ses étoiles et ses planètes qu'elle avait consultées toute sa vie. 3615 Soleil annonce avant toute chose la mort de la voyante, une fin qu'elle avait envisagée sans angoisse au moment de sa retraite il y a 3 ans. Mon avenir, il est présent toute la journée. Toute la journée, parce que je peux vivre longtemps, comme je peux vivre peu de temps, mais ça m'est totalement égal. Parce que je ne crois pas du tout à la mort.